Les Trois Mousquetaires, partie 12, chapitre 32. Un dîner de procureur. Cependant, le duel dans lequel Porthos avait joué un rôle si brillant ne lui avait pas fait oublier le dîner auquel l'avait invité la femme du procureur. Le lendemain, vers 1h, il se fit donner le dernier coup de brosse par Mousqueton et s'achemina vers la rue aux Ours, du pas d'un homme qui est en double bonne fortune. Son cœur battait, mais ce n'était pas, comme celui de d'Artagnan, d'un jeune et impatient amour. Non, un intérêt plus matériel lui fouettait le sang. Il allait enfin franchir ce seuil mystérieux, gravir cet escalier inconnu qu'avaient monté, un à un, les vieux écus de maître Coquenard. Il allait voir en réalité certains bahuts dont 20 fois il avait vu l'image dans ses rêves. Bahuts de forme longue et profonde, cadenassés, verrouillés, scellés au sol. Bahuts dont il avait si souvent entendu parler et que les mains un peu sèches, il est vrai, mais non pas sans élégance de la procureuse, allaient ouvrir à ses regards admirateurs. Et puis lui, l'homme errant sur la terre, l'homme sans fortune, l'homme sans famille, le soldat habitué aux auberges, aux cabarets, aux tavernes, aux posadas, le gourmet forcé, pour la plupart du temps, de s'en tenir aux lippées de rencontre, il allait tâter des repas de ménage, savourer un intérieur confortable et se laisser faire à ces petits soins qui, plus on est dur, plus ils plaisent, comme disent les vieux soudards. Venir en qualité de cousin s'asseoir tous les jours à une bonne table, dérider le front jaune et plissé du vieux procureur, plumer quelque peu les jeunes clercs en leur apprenant la bassette, le passe-dix et le lansquenet dans leurs plus fines pratiques, et en leur gagnant par manière d'honoraires pour la leçon qu'ils leur donneraient en 1 heure, leurs économies d'1 mois, tout cela souriait énormément à Porthos. Le mousquetaire se retraçait bien, de ci, de là, les mauvais propos qui couraient dès ce temps-là sur les procureurs et qui leur ont survécu, la lésine, la rognure, les jours de jeûne, mais comme, après tout, sauf quelques accès d'économie que Porthos avait toujours trouvés fort intempestifs, il avait vu la procureuse assez libérale, pour une procureuse, bien entendu, il espéra rencontrer une maison montée sur un pied flatteur. Cependant, à la porte, le mousquetaire eut quelques doutes. L'abord n'était point fait pour engager les gens. Allée puante et noire, escalier mal éclairé par des barreaux au travers desquels filtrait le jour gris d'une cour voisine. Au premier, une porte basse et ferrée, d'énormes clous, comme la porte principale du Grand Châtelet. Porthos heurta du doigt. Un grand clerc pâle et enfoui sous une forêt de cheveux vierges vint ouvrir et salua de l'air d'un homme forcé de respecter à la fois, dans un autre, la haute taille qui indique la force, l'habit militaire qui indique l'état et la mine vermeille qui indique l'habitude de bien vivre. Autre clerc plus petit derrière le premier, autre clerc plus grand derrière le second, saute-ruisseau de 12 ans derrière le troisième. En tout, 3 clercs et demi, ce qui, pour le temps, annonçait une étude des plus achalandées. Quoique le mousquetaire ne dût arriver qu'à 1 heure, depuis midi la procureuse avait l'œil au guet et comptait sur le cœur et peut-être aussi sur l'estomac de son adorateur pour lui faire devancer l'heure. Madame Coquenard arriva donc par la porte de l'appartement, presque en même temps que son convive arrivait par la porte de l'escalier, et l'apparition de la digne dame le tira d'un grand embarras. Les clercs avaient l'œil curieux, et lui, ne sachant trop que dire à cette gamme ascendante et descendante, demeurait la langue muette. « C'est mon cousin !» s'écria la procureuse. « Entrez donc, monsieur Porthos !» Le nom de Porthos fit son effet sur les clercs, qui se mirent à rire, mais Porthos se retourna, et tous les visages rentrèrent dans leur gravité. On arriva dans le cabinet du procureur après avoir traversé l'antichambre où étaient les clercs, et l'étude où ils auraient dû être. Cette dernière chambre était une sorte de salle noire et meublée de paperasses. En sortant de l'étude, on laissa la cuisine à droite et l'on entra dans la salle de réception.
toutes ces pièces qui se commandaient n'inspirèrent point à Porthos de bonnes idées. Les paroles devaient s'entendre de loin par toutes ces portes ouvertes. Puis, en passant, il avait jeté un regard rapide et investigateur sur la cuisine, et il s'avouait à lui-même, à la honte de la procureuse et à son grand regret à lui, qu'il n'y avait pas vu ce feu, cette animation, ce mouvement qui, au moment d'un bon repas, règne ordinairement dans ce sanctuaire de la gourmandise. Le procureur avait sans doute été prévenu de cette visite, car il ne témoigna aucune surprise à la vue de Porthos, qui s'avança jusqu'à lui d'un air assez dégagé et le salua courtoisement. « Nous sommes cousins, à ce qu'il paraît, monsieur Porthos » dit le procureur en se soulevant à la force des bras sur son fauteuil de canne. Le vieillard, enveloppé dans un grand pourpoint noir où se perdait son corps fluet, était vert et sec. Ses petits yeux gris brillaient comme des escarboucles et semblaient, avec sa bouche grimaçante, la seule partie de son visage où la vie fût demeurée. Malheureusement, les jambes commençaient à refuser le service à toute cette machine osseuse. Depuis 5 ou 6 mois que cet affaiblissement s'était fait sentir, le digne procureur était à peu près devenu l'esclave de sa femme. Le cousin fut accepté avec résignation. Voilà tout. Maître Coquenard, Ingambe, eut décliné toute parenté avec monsieur Porthos. « Oui, monsieur, nous sommes cousins, » dit sans se déconcerter Porthos, qui, d'ailleurs, n'avait jamais compté être reçu par le mari avec enthousiasme. « Par les femmes, je crois, » dit malicieusement le procureur. Porthos ne sentit point cette raillerie et la prit pour une naïveté dont il rit dans sa grosse moustache. Madame Coquenard, qui savait que le procureur naïf était une variété fort rare dans l'espèce, sourit un peu et rougit beaucoup. Maître Coquenard avait, dès l'arrivée de Porthos, jeté les yeux avec inquiétude sur une grande armoire placée en face de son bureau de chêne. Porthos comprit que cette armoire, quoiqu'elle ne répondît point par la forme à celle qu'il avait vue dans ses songes, devait être le bienheureux bahut, et il s'applaudit de ce que la réalité avait 6 pieds de plus en hauteur que le rêve. Maître Coquenard ne poussa pas plus loin ses investigations généalogiques, mais en ramenant son regard inquiet de l'armoire sur Porthos, il se contenta de dire « Monsieur notre cousin, avant son départ pour la campagne, nous fera bien la grâce de dîner une fois avec nous, n'est-ce pas, madame Coquenard ?» Cette fois, Porthos reçut le coup en plein estomac et le sentit. Il paraît que de son côté, madame Coquenard non plus n'y fut pas insensible, car elle ajouta « Mon cousin ne reviendra pas s'il trouve que nous le traitons mal, mais, dans le cas contraire, il a trop peu de temps à passer à Paris et par conséquent à nous voir pour que nous ne lui demandions pas presque tous les instants dont il peut disposer jusqu'à son départ. »« Oh, mes jambes, mes pauvres jambes ! Où êtes-vous » murmura Coquenard, et il essaya de sourire. Ce secours qui était arrivé à Porthos au moment où il était attaqué dans ses espérances gastronomiques inspira au mousquetaire beaucoup de reconnaissance pour sa procureuse. Bientôt l'heure du dîner arriva. On passa dans la salle à manger, grande pièce noire qui était située en face de la cuisine. Les clercs, qui, à ce qu'il paraît, avaient senti dans la maison des parfums inaccoutumés, étaient d'une exactitude militaire et tenaient en main leurs tabourets, tout près qu'ils étaient à s'asseoir. On les voyait d'avance remuer les mâchoires avec des dispositions effrayantes. « Tue Dieu !» pensa Porthos en jetant un regard sur les 3 affamés, car le saute-ruisseau n'était pas, comme on le pense bien, admis aux honneurs de la table magistrale. « Tue Dieu ! À la place de mon cousin, je ne garderai pas de pareils gourmands. On dirait des naufragés qui n'ont pas mangé depuis 6 semaines. » Maître Coquenard entra, poussé sur son fauteuil à roulettes par madame Coquenard, à qui Porthos, à son tour, vint en aide pour rouler son mari jusqu'à la table. À peine entré, il remua le nez et les mâchoires à l'exemple de ses clercs. « Oh oh !» dit-il, « voici un potage qui est engageant. » « Que diable sentent-ils donc d'extraordinaire dans ce potage ?» dit Porthos à l'aspect d'un bouillon pâle, abondant, mais parfaitement aveugle,
et sur lequel quelques croûtes nageaient, rares comme les îles d'un archipel. Madame Coquenard sourit, et, sur un signe d'elle, tout le monde s'assit avec empressement. Maître Coquenard fut le premier servi, puis Porthos. Ensuite, Madame Coquenard emplit son assiette et distribua les croûtes sans bouillon aux clercs impatients. En ce moment, la porte de la salle à manger s'ouvrit d'elle-même en criant, et Porthos, à travers les battants entrebâillés, aperçut le petit clerc qui, ne pouvant prendre part au festin, mangeait son pain à la double odeur de la cuisine et de la salle à manger. Après le potage, la servante apporta une poule bouillie, magnificence qui fit dilater les paupières des convives, de telle façon qu'elle semblait prête à se fendre. « On voit que vous aimez votre famille, Madame Coquenard, » dit le procureur avec un sourire presque tragique. « Voilà certes une galanterie que vous faites à votre cousin. » La pauvre poule était maigre et revêtue d'une de ces grosses peaux hérissées que les os ne percent jamais malgré leurs efforts. Il fallait qu'on lui cherchait bien longtemps avant de la trouver sur le perchoir où elle s'était retirée pour mourir de vieillesse. « Diable !» pensa Porthos, « voilà qui est fort triste. Je respecte la vieillesse, mais j'en fais peu de cas bouillie ou rôtie. » Et il regarda à la ronde pour voir si son opinion était partagée. Mais, tout au contraire de lui, il ne vit que des yeux flamboyants qui dévoraient d'avance cette sublime poule, objet de ses mépris. Madame Coquenard tira le plat à elle, détacha adroitement les 2 grandes pattes noires qu'elle plaça sur l'assiette de son mari, trancha le cou qu'elle mit avec la tête à part pour elle-même, leva l'aile pour Porthos et remit à la servante qui venait de la porter l'animal qui s'en retourna presque intact et qui avait disparu avant que le mousquetaire eût eu le temps d'examiner les variations que le désappointement amène sur les visages, selon les caractères et les tempéraments de ceux qui l'éprouvent. Au lieu de poulet, un plat de fèves fit son entrée, plat énorme, dans lequel quelques os de mouton, qu'on eût pu, au premier abord, croire accompagnés de viande, faisaient semblant de se montrer. Mais les clercs ne furent pas dupes de cette supercherie, et les mines lugubres devinrent des visages résignés. Madame Coquenard distribua ce mets aux jeunes gens avec la modération d'une bonne ménagère. Le tour du vin était venu. Maître Coquenard versa d'une bouteille de grès fort exiguë le tiers d'un verre à chacun des jeunes gens, s'en versa à lui-même dans des proportions à peu près égales, et la bouteille passa aussitôt du côté de Porthos et de Madame Coquenard. Les jeunes gens remplissaient d'eau ce tiers de vin, puis, lorsqu'ils avaient bu la moitié du verre, ils le remplissaient encore, et ils faisaient toujours ainsi, ce qui les amenait à la fin du repas à avaler une boisson qui, de la couleur du rubis, était passée à celle de la topaze brûlée. Porthos mangea timidement son aile de poulet, et frémit lorsqu'il sentit sous la table le genou de la procureuse qui venait rencontrer le sien. Il but aussi un demi-verre de ce vin fort ménager, et qu'il reconnut pour cette horrible crue de Montreuil, la terreur des palais exercés. Maître Coquenard le regarda engloutir ce vin pur et soupira. « Mangerez-vous bien de ces fèves, mon cousin Porthos ?» dit Madame Coquenard de ce ton qui veut dire « Croyez-moi, n'en mangez pas. »« Du diable si j'en goûte !» murmura tout bas Porthos. Puis tout haut. « Merci, ma cousine, dit-il, je n'ai plus faim. » Il se fit un silence. Porthos ne savait quelle contenance tenir. Le procureur répéta plusieurs fois. « Ah, Madame Coquenard, je vous en fais mon compliment. Votre dîner était un véritable festin. Dieu, ai-je mangé ?» Maître Coquenard avait mangé son potage, les pattes noires de la poule et le seul os de mouton où il y eut un peu de viande. Porthos crut qu'on le mystifiait et commença à relever sa moustache et à froncer le sourcil. Mais le genou de Madame Coquenard vint tout doucement lui conseiller la patience. Ce silence et cette interruption de service, qui étaient restés inintelligibles pour Porthos, avaient au contraire une signification terrible pour les clercs. Sur un regard du procureur, accompagné d'un sourire de Madame Coquenard, ils se levèrent lentement de table, plièrent leurs serviettes plus lentement encore, puis ils saluèrent et partirent.
Allez, jeunes gens, allez faire la digestion en travaillant, dit gravement le procureur. Les clercs partis, madame Coquenard se leva et tira d'un buffet un morceau de fromage, des confitures de coing et un gâteau qu'elle avait fait elle-même avec des amandes et du miel. Maître Coquenard fronça le sourcil parce qu'il voyait trop de mets. Porthos se pinça les lèvres parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas de quoi dîner. Il regarda si le plat de fèves était encore là. Le plat de fèves avait disparu. « Festin, décidément !» s'écria maître Coquenard en s'agitant sur sa chaise. « Véritable festin ! Épulae, épularome ! Lucullus digne chez Lucullus !» Porthos regarda la bouteille qui était près de lui, et il espéra qu'avec du vin, du pain et du fromage, il dînerait. Mais le vin manquait, la bouteille était vide. Monsieur et madame Coquenard n'eurent point l'air de s'en apercevoir. « C'est bien, » se dit Porthos à lui-même, « me voilà prévenu. » Il passa la langue sur une petite cuillerée de confiture et s'englua les dents dans la pâte collante de madame Coquenard. « Maintenant, » se dit-il, « le sacrifice est consommé. Ah, si je n'avais pas l'espoir de regarder avec madame Coquenard dans l'armoire de son mari. » Maître Coquenard, après les délices d'un pareil repas, qu'il appelait un excès, éprouva le besoin de faire sa sieste. Porthos espérait que la chose aurait lieu séance tenante et dans la localité même. Mais le procureur maudit ne voulut entendre à rien. Il fallut le conduire dans sa chambre et il cria tant qu'il ne fut pas devant son armoire, sur le rebord de laquelle, pour plus de précaution encore, il posa ses pieds. La procureuse emmena Porthos dans une chambre voisine et l'on commença de poser les bases de la réconciliation. « Vous pourrez venir dîner 3 fois la semaine, » dit madame Coquenard. « Merci, » dit Porthos. « Je n'aime pas à abuser. D'ailleurs, il faut que je songe à mon équipement. »« C'est vrai, » dit la procureuse en gémissant. « C'est ce malheureux équipement. »« Hélas, oui, » dit Porthos. « C'est lui. »« Mais de quoi donc se compose l'équipement de votre corps, monsieur Porthos ?»« Oh, de bien des choses, » dit Porthos. « Les mousquetaires, comme vous savez, sont soldats d'élite, et il leur faut beaucoup d'objets inutiles, aux gardes ou aux Suisses. »« Mais encore, détaillez-le-moi. »« Mais cela peut aller à... » dit Porthos qui aimait mieux discuter le total que le menu. La procureuse attendait, frémissante. « À combien ?» dit-elle. « J'espère bien que cela ne passe point. » Elle s'arrêta. La parole lui manquait. « Oh non !» dit Porthos. « Cela ne passe point 2500 livres. Je crois même qu'en y mettant de l'économie, avec 2000 livres, je m'en tirerais. »« Bon Dieu, 2000 livres !» s'écria-t-elle. « Mais c'est une fortune !» Porthos fit une grimace des plus significatives. Madame Coquenard la comprit. « Je demandais le détail, » dit-elle, « parce qu'ayant beaucoup de parents et de pratiques dans le commerce, j'étais presque sûre d'obtenir les choses à 100% au-dessous du prix où vous les payeriez vous-même. »« Ah ah !» fit Porthos, « si c'est cela que vous avez voulu dire... »« Oui, cher monsieur Porthos. Ainsi, ne vous faut-il pas d'abord un cheval ? » ?»« Oui, un cheval. »« Eh bien, justement, j'ai votre affaire. »« Ah !» dit Porthos rayonnant, « voilà donc qui va bien quant à mon cheval. Ensuite, il me faut le harnachement complet, qui se compose d'objets qu'un mousquetaire seul peut acheter, et qui ne montera pas, d'ailleurs, à plus de 300 livres. »« 300 livres. Alors, mettons 300 livres, » dit la procureuse avec un soupir. Porthos sourit. On se souvient qu'il avait la selle qui lui venait de Buckingham. C'était donc 300 livres qu'il comptait mettre sournoisement dans sa poche. « Puis, continua-t-il, il y a le cheval de mon laquais et ma valise. Quant aux armes, il est inutile que vous vous en préoccupiez, je les ai. »« Un cheval pour votre laquais ?» reprit en hésitant la procureuse. « Mais c'est bien grand seigneur, mon ami. »« Eh, madame, dit fièrement Porthos, est-ce que je suis un croquant, par hasard ? » ?»« Non, je vous disais seulement qu'un joli mulet avait quelquefois aussi bon air qu'un cheval, et qu'il me semble qu'en vous procurant un joli mulet pour Mousqueton,
Va pour un joli mulet, dit Porthos. Vous avez raison. J'ai vu de très grands seigneurs espagnols dont toute la suite était à mulet. Mais alors, vous comprenez, madame Coquenard, un mulet avec des panaches et des grelots. Soyez tranquille, dit la procureuse. Reste la valise, reprit Porthos. Oh, que cela ne vous inquiète point, s'écria madame Coquenard. Mon mari a 5 ou 6 valises, vous choisirez la meilleure. Il y en a une surtout qu'il affectionnait dans ses voyages, et qui est grande à tenir un monde. Elle est donc vide, votre valise? Demanda naïvement Porthos. Assurément qu'elle est vide, répondit naïvement de son côté la procureuse. Ah, mais la valise dont j'ai besoin est une valise bien garnie, ma chère. Madame Coquenard poussa de nouveaux soupirs. Molière n'avait pas encore écrit sa scène de l'avare. Madame Coquenard a donc le pas sur Harpagon. Enfin, le reste de l'équipement fut successivement débattu de la même manière, et le résultat de la scène fut que la procureuse demanderait à son mari un prêt de 800 livres en argent et fournirait le cheval et le mulet qui auraient l'honneur de porter à la gloire Porthos et Mousqueton. Ces conditions arrêtées et les intérêts stipulés ainsi que l'époque du remboursement, Porthos prit congé de madame Coquenard. Celle-ci voulait bien le retenir en lui faisant les yeux doux, mais Porthos prétexta les exigences du service, et il fallut que la procureuse cédât le pas au roi. Le mousquetaire rentra chez lui avec une faim de fort mauvaise humeur. Chapitre 33. Soubrette et maîtresse. Cependant, comme nous l'avons dit, malgré les cris de sa conscience et les sages conseils d'Athos, D'Artagnan devenait, d'heure en heure, plus amoureux de Milady. Aussi ne manquait-il pas, tous les jours, d'aller lui faire une cour à laquelle l'aventureux Gascon était convaincu qu'elle ne pouvait, tôt ou tard, manquer de répondre. Un soir qu'il arrivait le nez au vent, léger comme un homme qui attend une pluie d'or, il rencontra la soubrette sous la porte cochère. Mais cette fois, la jolie Ketty ne se contenta point de lui sourire en passant. Elle lui prit doucement la main. « Bon, fit d'Artagnan, elle est chargée de quelques messages pour moi de la part de sa maîtresse. Elle va m'assigner quelques rendez-vous qu'on n'aura pas osé me donner de vive voix. » Et il regarda la belle enfant de l'air le plus vainqueur qu'il put prendre. « Je voudrais bien vous dire 2 mots, monsieur le chevalier, balbutia la soubrette. « Parle, mon enfant, parle, dit d'Artagnan, j'écoute. » Ici, impossible. Ce que j'ai à vous dire est trop long, et surtout trop secret. Eh bien, mais comment faire alors? Si monsieur le chevalier voulait me suivre, dit timidement Ketty. Où tu voudras, ma belle enfant. Alors, venez. Et Ketty, qui n'avait point lâché la main de d'Artagnan, l'entraîna par un petit escalier sombre et tournant, et, après lui avoir fait monter une quinzaine de marches, ouvrit une porte. « Entrez, monsieur le chevalier, dit-elle. Ici nous serons seuls et nous pourrons causer. »« Et quelle est donc cette chambre, ma belle enfant ?» demanda d'Artagnan. « C'est la mienne. »« Monsieur le chevalier, elle communique avec celle de ma maîtresse par cette porte. Mais soyez tranquille, elle ne pourra entendre ce que nous dirons. Jamais elle ne se couche qu'à minuit. » D'Artagnan jeta un coup d'œil autour de lui. La petite chambre était charmante de goût et de propreté, mais malgré lui, ses yeux se fixèrent sur cette porte que Ketty lui avait dit conduire à la chambre de Milady. Ketty devina ce qui se passait dans l'âme du jeune homme et poussa un soupir. « Vous aimez donc bien ma maîtresse, monsieur le chevalier, dit-elle. « Oh, plus que je ne puis dire, j'en suis fou. » Ketty poussa un second soupir. « Hélas, monsieur, dit-elle. C'est bien dommage. »« Et que diable vois-tu donc là de si fâcheux ?» demanda d'Artagnan. « C'est que, monsieur, reprit Ketty, ma maîtresse ne vous aime pas du tout. »« Hein ?» fit d'Artagnan. « T'aurait-elle chargé de me le dire ?»« Oh, non pas, monsieur, mais c'est moi qui, par intérêt pour vous, ai pris la résolution de vous en prévenir. »« Merci, ma bonne Ketty, mais de l'intention seulement, car la confidence, tu en conviendras, n'est point agréable. »« C'est-à-dire que vous ne croyez point
à ce que je vous ai dit, n'est-ce pas ? On a toujours peine à croire de pareilles choses, ma belle enfant, ne fût-ce que par amour-propre. Donc, vous ne me croyez pas ? J'avoue que jusqu'à ce que tu daignes me donner quelques preuves de ce que tu avances. Que dites-vous de celle-ci ? Et Ketty tira de sa poitrine un petit billet. Pour moi ? Dit d'Artagnan en s'emparant vivement de la lettre. Non, pour un autre. Pour un autre ? Oui. Son nom ! Son nom ! S'écria d'Artagnan. Voyez l'adresse. Monsieur le comte de Wardes. Le souvenir de la scène de Saint-Germain se présenta aussitôt à l'esprit du présomptueux Gascon. Par un mouvement rapide, comme la pensée, il déchira l'enveloppe malgré le cri que poussa Ketty en voyant ce qu'il allait faire, ou plutôt ce qu'il faisait. « Oh, mon Dieu, monsieur le chevalier, dit-elle, que faites-vous » ? « Moi, rien, dit d'Artagnan, et il lut. « Vous n'avez pas répondu à mon premier billet. Êtes-vous donc souffrant, ou bien auriez-vous oublié quels yeux vous me fîtes au bal de madame de Guise ? Voici l'occasion, comte. Ne la laissez pas échapper. » D'Artagnan pâlit. Il était blessé dans son amour-propre. Il se crut blessé dans son amour. « Pauvre cher monsieur d'Artagnan, dit Ketty, d'une voix pleine de compassion et en serrant de nouveau la main du jeune homme. « Tu me plains, bonne petite, dit d'Artagnan. « Oh oui, de tout mon cœur, car je sais ce que c'est que l'amour, moi. »« Tu sais ce que c'est que l'amour ?» dit d'Artagnan, la regardant pour la première fois avec une certaine attention. « Hélas, oui. »« Eh bien, au lieu de me plaindre alors, tu ferais bien mieux de m'aider à me venger de ta maîtresse. »« Et quelle sorte de vengeance voudriez-vous en tirer ?»« Je voudrais triompher d'elle, supplanter mon rival. »« Je ne vous aiderai jamais à cela, monsieur le chevalier, » dit vivement Ketty. « Et pourquoi cela ?» demanda d'Artagnan. « Pour 2 raisons. »« Lesquelles ?»« La première, c'est que jamais ma maîtresse ne vous a aimé. »« Qu'en sais-tu ?»« Vous l'avez blessée au cœur. »« Moi ? En quoi puis-je l'avoir blessée ? Moi qui, depuis que je la connais, vis à ses pieds comme un esclave. Parle, je t'en prie. »« Je n'avouerai jamais cela qu'à l'homme, qui lirait jusqu'au fond de mon âme. » D'Artagnan regarda Ketty pour la seconde fois. La jeune fille était d'une fraîcheur et d'une beauté que bien des duchesses eussent achetées de leur couronne. « Ketty, dit-il, je lirai jusqu'au fond de ton âme quand tu voudras, qu'à cela ne tienne, ma chère enfant. » Et il lui donna un baiser sous lequel la pauvre enfant devint rouge comme une cerise. « Oh non !» s'écria Ketty. « Vous ne m'aimez pas. C'est ma maîtresse que vous aimez. Vous me l'avez dit tout à l'heure. »« Et cela t'empêche-t-il de me faire connaître la seconde raison ?»« La seconde raison, monsieur le chevalier, » reprit Ketty, enhardie par le baiser d'abord et ensuite par l'expression des yeux du jeune homme. « C'est qu'en amour, chacun pour soi. » Alors seulement d'Artagnan se rappela les coups d'œil languissants de Ketty, ses rencontres dans l'antichambre, sur l'escalier, dans le corridor, ses frôlements de mains chaque fois qu'elle le rencontrait, et ses soupirs étouffés. Mais, absorbé par le désir de plaire à la grande dame, il avait dédaigné la soubrette. Qui chasse l'aigle ne s'inquiète pas du passereau. Mais cette fois, notre Gascon vit d'un seul coup d'œil tout le parti qu'on pouvait tirer de cet amour que Ketty venait d'avouer d'une façon si naïve ou si effrontée. Interception des lettres adressées au comte de Wardes, intelligence dans la place, entrée à toute heure dans la chambre de Ketty, contiguë à celle de sa maîtresse. Le perfide, comme on le voit, sacrifiait déjà en idée la pauvre fille pour obtenir Milady de gré ou de force. « Eh bien, dit-il à la jeune fille, veux-tu, ma chère Ketty, que je te donne une preuve de cet amour dont tu doutes ?»« De quel amour ?» demanda la jeune fille. « De celui que je suis tout prêt à ressentir pour toi. »« Et quelle est cette preuve ? » « Veux-tu que ce soir je passe avec toi le temps que je passe ordinairement avec ta maîtresse ?»« Oh, oui, dit Ketty en battant des mains, bien volontiers. »« Eh bien, ma chère enfant, dit d'Artagnan en s'établissant dans un fauteuil, viens ça que je te dise
que tu es la plus jolie soubrette que j'aie jamais vue. » Et il le lui dit tant et si bien que la pauvre enfant, qui ne demandait pas mieux que de le croire, le crut. Cependant, au grand étonnement de d'Artagnan, la jolie Ketty se défendait avec une certaine résolution. Le temps passe vite lorsqu'il se passe en attaque et en défense. Minuit sonna, et l'on entendit presque en même temps retentir la sonnette dans la chambre de Milady. « Grand Dieu !» s'écria Ketty. « Voici ma maîtresse qui m'appelle. Partez, partez vite !» D'Artagnan se leva, prit son chapeau comme s'il avait l'intention d'obéir. Puis, ouvrant vivement la porte d'une grande armoire, au lieu d'ouvrir celle de l'escalier, il se blottit dedans au milieu des robes et des peignoirs de Milady. « Que faites-vous donc ?» s'écria Ketty. D'Artagnan, qui d'avance avait pris la clé, s'enferma dans son armoire sans répondre. « Eh bien !» cria Milady d'une voix aigre. « Dormez-vous donc, que vous ne venez pas quand je sonne !» Et d'Artagnan entendit qu'on ouvrit violemment la porte de communication. « Me voici, Milady, me voici !» s'écria Ketty en s'élançant à la rencontre de sa maîtresse. Toutes deux rentrèrent dans la chambre à coucher, et comme la porte de communication resta ouverte, d'Artagnan put entendre quelque temps encore Milady gronder sa suivante. Puis, enfin, elle s'apaisa, et la conversation tomba sur lui, tandis que Ketty accommodait sa maîtresse. « Eh bien, dit Milady, je n'ai pas vu notre Gascon ce soir. »« Comment, madame, dit Ketty, il n'est pas venu. Serait-il volage avant d'être heureux ? » ?»« Oh non, il faut qu'il ait été empêché par monsieur de Tréville ou par monsieur des Essarts. Je m'y connais, Ketty, et je le tiens, celui-là. »« Qu'en fera madame ? » ?»« Ce que j'en ferai ? Sois tranquille, Ketty, il y a entre cet homme et moi une chose qu'il ignore. Il a manqué de me faire perdre mon crédit près de son éminence. Oh, je me vengerai. Je croyais que madame l'aimait. Moi, l'aimer ? Je le déteste. Un niais qui tient la vie de lord de Winter entre ses mains et qui ne le tue pas et qui me fait perdre 300 000 livres de rente. C'est vrai, dit Ketty. Votre fils était le seul héritier de son oncle et jusqu'à sa majorité, vous auriez eu la jouissance de sa fortune. D'Artagnan frissonna jusqu'à la moelle des os en entendant cette suave créature lui reprocher, avec cette voix stridente qu'elle avait tant de peine à cacher dans la conversation, de n'avoir pas tué un homme qu'il l'avait vu comblé d'amitié. « Aussi, continua Milady, je me serais déjà vengée sur lui-même. Si, je ne sais pourquoi, le cardinal ne m'avait recommandé de le ménager. »« Oh oui, mais madame n'a point ménagé cette petite femme qu'il aimait. »« Oh, la mercière de la rue des Fossoyeurs. Est-ce qu'il n'a pas déjà oublié qu'elle existait ? La belle vengeance, ma foi !» Une sueur froide coulait sur le front de d'Artagnan. C'était donc un monstre que cette femme. Il se remit à écouter, mais malheureusement la toilette était finie. « C'est bien, dit Milady, rentrez chez vous. Et demain, tâchez enfin d'avoir une réponse à cette lettre que je vous ai donnée. »« Pour monsieur de Wardes ? » dit Ketty. « Sans doute pour monsieur de Wardes. »« En voilà un, dit Ketty, qui m'a bien l'air d'être tout le contraire de ce pauvre monsieur d'Artagnan. »« Sortez, mademoiselle, dit Milady. Je n'aime pas les commentaires. » D'Artagnan entendit la porte qui se refermait, puis le bruit de 2 verrous que mettait Milady afin de s'enfermer chez elle. De son côté, mais le plus doucement qu'elle put, Ketty donna à la serrure un tour de clé. D'Artagnan alors poussa la porte de l'armoire. « Oh, mon Dieu !» dit tout bas Ketty. « Qu'avez-vous ? Et comme vous êtes pâle !»« L'abominable créature !» murmura d'Artagnan. « Silence ! Silence ! Sortez !» dit Ketty. « Il n'y a qu'une cloison entre ma chambre et celle de Milady. On entend de l'une tout ce qui se dit dans l'autre. »« C'est justement pour cela que je ne sortirai pas, » dit d'Artagnan. « Comment ?» fit Ketty en rougissant. « Ou du moins que je sortirai, plus tard. » Et il attira Ketty à lui. Il n'y avait plus moyen de résister. La résistance fait tant de bruit. Aussi Ketty céda. C'était un mouvement de vengeance contre Milady,
D'Artagnan trouva qu'on avait raison de dire que la vengeance est le plaisir des dieux. Aussi, avec un peu de cœur, se serait-il contenté de cette nouvelle conquête. Mais D'Artagnan n'avait que de l'ambition et de l'orgueil. Cependant, il faut le dire à sa louange, le premier emploi qu'il avait fait de son influence sur Ketty avait été d'essayer de savoir d'elle ce qu'était devenue madame Bonacieux, mais la pauvre fille jura sur le crucifix à D'Artagnan qu'elle l'ignorait complètement, sa maîtresse ne laissant jamais pénétrer que la moitié de ses secrets. Seulement, elle croyait pouvoir répondre qu'elle n'était pas morte. Quant à la cause qui avait manqué faire perdre à Milady son crédit près du cardinal, Ketty n'en savait pas davantage. Mais cette fois, D'Artagnan était plus avancé qu'elle. Comme il avait aperçu Milady sur un bâtiment consigné au moment où lui-même quittait l'Angleterre, il se douta qu'il était question cette fois des ferrets de diamants. Mais ce qu'il y avait de plus clair dans tout cela, c'est que la haine véritable, la haine profonde, la haine invétérée de Milady lui venait de ce qu'il n'avait pas tué son beau-frère. D'Artagnan retourna le lendemain chez Milady. Elle était de fort méchante humeur. D'Artagnan se douta que c'était le défaut de réponse de M. de Wardes qui l'agaçait ainsi. Ketty entra. Mais Milady la reçut fort durement. Un coup d'œil qu'elle lança à D'Artagnan voulait dire « Vous voyez ce que je souffre pour vous !» Cependant, vers la fin de la soirée, la belle lionne s'adoucit. Elle écouta en souriant les doux propos de D'Artagnan, elle lui donna même sa main à baiser. D'Artagnan sortit ne sachant plus que penser, mais comme c'était un garçon à qui on ne faisait pas facilement perdre la tête, tout en faisant sa cour à Milady, il avait bâti dans son esprit un petit plan. Il trouva Ketty à la porte, et comme la veille, il monta chez elle pour avoir des nouvelles. Ketty avait été fort grondée, on l'avait accusée de négligence. Milady ne comprenait rien au silence du comte de Wardes, et elle lui avait ordonné d'entrer chez elle à 9 heures du matin pour y prendre une 3e lettre. D'Artagnan fit promettre à Ketty de lui apporter chez lui cette lettre le lendemain matin. La pauvre fille promit tout ce que voulut son amant. Elle était folle. Les choses se passèrent comme la veille. D'Artagnan s'enferma dans son armoire, Milady appela, fit sa toilette, renvoya Ketty et referma sa porte. Comme la veille, D'Artagnan ne rentra chez lui qu'à 5 heures du matin. À 11 heures, il vit arriver Ketty. Elle tenait à la main un nouveau billet de Milady. Cette fois, la pauvre enfant n'essaya pas même de le disputer à D'Artagnan. Elle le laissa faire. Elle appartenait corps et âme à son beau soldat. D'Artagnan ouvrit le billet et lut ce qui suit. « Voilà la 3e fois que je vous écris pour vous dire que je vous aime. Prenez garde que je ne vous écrive un 4e pour vous dire que je vous déteste. Si vous vous repentez de la façon dont vous avez agi avec moi, la jeune fille qui vous remettra ce billet vous dira de quelle manière un galant homme peut obtenir son pardon. » D'Artagnan rougit et pâlit plusieurs fois en lisant ce billet. « Oh, vous l'aimez toujours, » dit Ketty, qui n'avait pas détourné un instant les yeux du visage du jeune homme. « Non, Ketty, tu te trompes. Je ne l'aime plus. Mais je veux me venger de ses mépris. »« Oui, je connais votre vengeance. Vous me l'avez dite. »« Que t'importe, Ketty. Tu sais bien que c'est toi seule que j'aime. »« Comment peut-on savoir cela ? » ?»« Par le mépris que je ferai d'elle. » Ketty soupira. D'Artagnan prit une plume et écrivit. « Madame, jusqu'ici j'avais douté que ce fût bien à moi que vos 2 premiers billets eussent été adressés. Tant je me croyais indigne d'un pareil honneur. D'ailleurs, j'étais si souffrant que j'eusse en tout cas hésité à y répondre. Mais aujourd'hui, il faut bien que je croie à l'excès de vos bontés, puisque non seulement votre lettre, mais encore votre suivante, m'affirme que j'ai le bonheur d'être aimé de vous. Elle n'a pas besoin de me dire de quelle manière un galant homme peut obtenir son pardon. J'irai donc vous demander le mien ce soir à 11 heures. Tarder d'un jour serait à mes yeux, maintenant, vous faire une nouvelle offense. Celui que vous avez rendu le plus heureux des hommes, comte de Wardes. » Ce billet était d'abord un faux, c'était ensuite une indélicatesse, c'était même, au point de vue de nos mœurs actuelles, quelque chose comme une infamie. Mais on se ménageait moins à cette époque
qu'on ne le fait aujourd'hui. D'ailleurs, d'Artagnan, par ses propres aveux, savait Milady coupable de trahison à des chefs plus importants, et il n'avait pour elle qu'une estime fort mince. Et cependant, malgré ce peu d'estime, il sentait qu'une passion insensée le brûlait pour cette femme. Passion ivre de mépris, mais passion ou soif, comme on voudra. L'intention de d'Artagnan était bien simple. Par la chambre de Ketty, il arrivait à celle de sa maîtresse. Il profitait du premier moment de surprise, de honte, de terreur pour triompher d'elle. Peut-être aussi échouerait-il, mais il fallait bien donner quelque chose au hasard. Dans 8 jours, la campagne s'ouvrait et il fallait partir. D'Artagnan n'avait pas le temps de filer le parfait amour. « Tiens, dit le jeune homme en remettant à Ketty le billet tout cacheté. Donne cette lettre à Milady. C'est la réponse de M. de Wardes. » La pauvre Ketty devint pâle comme la mort. Elle se doutait de ce que contenait le billet. « Écoute, ma chère enfant, lui dit d'Artagnan, tu comprends qu'il faut que tout cela finisse d'une façon ou de l'autre. Milady peut découvrir que tu as remis le premier billet à mon valet, au lieu de le remettre au valet du comte, que c'est moi qui ai décacheté les autres, qui devaient être décachetés par M. de Wardes. Alors, Milady te chasse, et, tu la connais, ce n'est pas une femme à borner là sa vengeance. »« Hélas, dit Ketty, pour qui me suis-je exposée à tout cela ?»« Pour moi, je le sais bien, ma toute belle, dit le jeune homme. Aussi je t'en suis bien reconnaissant, je te le jure. Mais enfin, que contient votre billet ? Milady te le dira. Ah, vous ne m'aimez pas, s'écria Ketty, et j'en suis bien malheureuse. À ce reproche, il y a une réponse à laquelle les femmes se trompent toujours. D'Artagnan répondit de manière que Ketty demeura dans la plus grande erreur. Cependant, elle pleura beaucoup avant de se décider à remettre cette lettre à Milady. Mais enfin, elle se décida. C'est tout ce que voulait d'Artagnan. D'ailleurs, il lui promit que le soir, il sortirait de bonne heure de chez sa maîtresse, et qu'en sortant de chez sa maîtresse, il monterait chez elle. Cette promesse acheva de consoler la pauvre Ketty. Chapitre 34 où il est traité de l'équipement d'Aramis et de Porthos. Depuis que les 4 amis étaient chacun à leur chasse de son équipement, il n'y avait plus entre eux de réunion arrêtée. On dînait les uns sans les autres, où l'on se trouvait, ou plutôt où l'on pouvait. Le service, de son côté, prenait aussi sa part de ce temps précieux, qui s'écoulait si vite. Seulement, on était convenu de se trouver une fois la semaine, vers 1h, au logis d'Athos, attendu que ce dernier, selon le serment qu'il avait fait, ne passait plus le seuil de sa porte. C'était le jour même où Ketty était venue trouver d'Artagnan chez lui, jour de réunion. À peine Ketty fut-elle sortie que d'Artagnan se dirigea vers la rue Férou. Il trouva Athos et Aramis qui philosophaient. Aramis avait quelque velléité de revenir à la soutane. Athos, selon ses habitudes, ne le dissuadait ni ne l'encourageait. Athos était pour qu'on laissât à chacun son libre arbitre. Il ne donnait jamais de conseils, qu'on ne les lui demandât. Encore fallait-il les lui demander 2 fois. En général, on ne demande de conseils, disait-il, que pour ne pas les suivre. Ou, si on les a suivis, que pour avoir quelqu'un à qui l'on puisse faire le reproche de les avoir donnés. Porthos arriva un instant après d'Artagnan. Les 4 amis se trouvaient donc réunis. Les 4 visages exprimaient 4 sentiments différents. Celui de Porthos, la tranquillité. Celui de d'Artagnan, l'espoir. Celui d'Aramis, l'inquiétude. Celui d'Athos, l'insouciance. Au bout d'un instant de conversation dans laquelle Porthos laissa entrevoir qu'une personne haut placée avait bien voulu se charger de le tirer d'embarras, Mousqueton entra. Il venait prier Porthos de passer à son logis où, disait-il d'un air fort piteux, sa présence était urgente. « Sont-ce mes équipages » demanda Porthos. « Oui et non » répondit Mousqueton. « Mais enfin, que veux-tu dire ?»« Venez, monsieur. » Porthos se leva, salua ses amis et suivit Mousqueton. Un instant après, Bazin apparut au seuil de la porte. « Que me voulez-vous, mon ami ?» dit Aramis,
avec cette douceur de langage que l'on remarquait en lui chaque fois que ses idées le ramenaient vers l'église. « Un homme attend, monsieur, à la maison, » répondit Bazin. « Un homme ? Quel homme ? » « Un mendiant. Faites-lui l'aumône, Bazin, et dites-lui de prier pour un pauvre pécheur. Ce mendiant veut à toute force vous parler, et prétend que vous serez bien aise de le voir. N'a-t-il rien dit de particulier pour moi ? Si fait. Si monsieur Aramis, a-t-il dit, hésite à me venir trouver, vous lui annoncerez que j'arrive de Tours. »« De Tours ?» s'écria Aramis. « Messieurs, 1000 pardons, mais sans doute cet homme m'apporte des nouvelles que j'attendais. » Et, se levant aussitôt, il s'éloigna rapidement. Restèrent Athos et D'Artagnan. « Je crois que ces gaillards-là ont trouvé leur affaire. Qu'en pensez-vous, D'Artagnan ? Dit Athos. « Je sais que Porthos était en bon train, dit D'Artagnan, et quant à Aramis, à vrai dire, je n'en ai jamais été sérieusement inquiet. Mais vous, mon cher Athos, vous qui avez si généreusement distribué les pistoles de l'Anglais qui était votre bien légitime, qu'allez-vous faire ? Je suis fort content d'avoir tué ce drôle, mon enfant, vu que c'est pain béni que de tuer un Anglais, mais si j'avais empoché ces pistoles, elles me pèseraient comme un remords. Allons donc, mon cher Athos, vous avez vraiment des idées inconcevables. » « Passons, passons. Que me disait donc monsieur de Tréville, qui me fit l'honneur de me venir voir hier, que vous hantez ces Anglais suspects que protège le cardinal ? C'est-à-dire que je rends visite à une Anglaise, celle dont je vous ai parlé. Ah oui, la femme blonde au sujet de laquelle je vous ai donné des conseils que, naturellement, vous vous êtes bien gardé de suivre. Je vous ai donné mes raisons. Oui, vous voyez là votre équipement, je crois, à ce que vous m'avez dit. Point du tout. J'ai acquis la certitude que cette femme était pour quelque chose dans l'enlèvement de madame Bonacieux. Oui, et je comprends. Pour retrouver une femme, vous faites la cour à une autre. C'est le chemin le plus long, mais le plus amusant. D'Artagnan fut sur le point de tout raconter à Athos, mais un point l'arrêta. Athos était un gentilhomme sévère sur le point d'honneur, et il y avait, dans tout ce petit plan que notre amoureux avait arrêté à l'endroit de Milady, certaines choses qui, d'avance, il en était sûr, n'obtiendraient pas l'assentiment du puritain. Il préféra donc garder le silence, et comme Athos était l'homme le moins curieux de la terre, les confidences de D'Artagnan en étaient restées là. Nous quitterons donc les deux amis, qui n'avaient rien de bien important à se dire, pour suivre Aramis. À cette nouvelle que l'homme qui voulait lui parler arrivait de Tours, nous avons vu avec quelle rapidité le jeune homme avait suivi, ou plutôt devancé, Bazin. Il ne fit donc qu'un saut de la rue Férou à la rue de Vaugirard. En entrant chez lui, il trouva effectivement un homme de petite taille, aux yeux intelligents, mais couverts de haillons. « C'est vous qui me demandez ?» dit le mousquetaire. « C'est-à-dire que je demande monsieur Aramis. Est-ce vous qui vous appelez ainsi ? » « Moi-même. Vous avez quelque chose à me remettre ? » « Oui, si vous me montrez certains mouchoirs brodés. »« Le voici, » dit Aramis en tirant une clé de sa poitrine et en ouvrant un petit coffret de bois d'ébène incrusté de nacre. « Le voici, tenez. »« C'est bien, » dit le mendiant, « renvoyez votre laquais. » En effet, Bazin, curieux de savoir ce que le mendiant voulait à son maître, avait réglé son pas sur le sien et était arrivé presque en même temps que lui, mais cette célérité ne lui servit pas à grand-chose. Sur l'invitation du mendiant, son maître lui fit signe de se retirer, et force lui fut d'obéir. Bazin partit, le mendiant jeta un regard rapide autour de lui, afin d'être sûr que personne ne pouvait ni le voir ni l'entendre, et, ouvrant sa veste en haillons mal serrée par une ceinture de cuir, il se mit à découdre le haut de son pourpoint, d'où il tira une lettre. Aramis jeta un cri de joie à la vue du cachet, baisa l'écriture, et avec un respect presque religieux, il ouvrit l'épître qui contenait ce qui suit. « Amis, le sort veut que nous soyons séparés quelque temps encore, mais les beaux jours de la jeunesse ne sont pas perdus sans retour. Faites votre devoir au camp, je fais le mien, autre part. Prenez ce que le porteur vous remettra, faites la campagne en beau et bon gentilhomme,
et pensez à moi, qui baise tendrement vos yeux noirs. Adieu, ou plutôt, au revoir. » Le mendiant décousait toujours. Il tira une à une de ses sales habits 150 doubles pistoles d'Espagne qu'il aligna sur la table. Puis il ouvrit la porte, salua et partit avant que le jeune homme, stupéfait, eût osé lui adresser une parole. Aramis alors relut la lettre et s'aperçut que cette lettre avait un post-scriptum. PS. Vous pouvez faire accueil au porteur, qui est comte et grand d'Espagne. Rêve doré, s'écria Aramis. Oh, la belle vie. Oui, nous sommes jeunes. Oui, nous aurons encore des jours heureux. Oh, à toi, mon amour, mon sang, ma vie. Tout, 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 ma belle maîtresse. Et il baisait la lettre avec passion, sans même regarder l'or qui étincelait sur la table. Bazin gratta à la porte. Aramis n'avait plus de raison pour le tenir à distance. Il lui permit d'entrer. Bazin resta stupéfait à la vue de cet or et oublia qu'il venait annoncer d'Artagnan, qui, curieux de savoir ce que c'était que le mendiant, venait chez Aramis en sortant de chez Athos. Or, comme d'Artagnan ne se gênait pas avec Aramis, voyant que Bazin oubliait de l'annoncer, il s'annonça lui-même. « Ah, diable, mon cher Aramis, dit d'Artagnan, si ce sont là les pruneaux qu'on nous envoie de Tours, vous en ferez mon compliment au jardinier qui les récolte. »« Vous vous trompez, mon cher, dit Aramis, toujours discret. C'est mon libraire qui vient de m'envoyer le prix de ce poème en vers d'une syllabe que j'avais commencé là-bas. »« Ah, vraiment ? Dit d'Artagnan. Eh bien, votre libraire est généreux, mon cher Aramis. Voilà tout ce que je puis vous dire. »« Comment, monsieur ? S'écria Bazin. Un poème se vend si cher ? C'est incroyable. Oh, monsieur, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez devenir l'égal de monsieur de Voiture et de monsieur de Benzérade. J'aime encore cela, moi. Un poète, c'est presque un abbé. Ah, monsieur Aramis, mettez-vous donc poète, je vous en prie. Bazin, mon ami, dit Aramis, je crois que vous vous mêlez à la conversation. Bazin comprit qu'il était dans son tort. Il baissa la tête et sortit. Ah, dit d'Artagnan avec un sourire, vous vendez vos productions au poids de l'or. Vous êtes bien heureux, mon ami. Mais prenez garde, vous allez perdre cette lettre qui sort de votre casaque, et qui est sans doute aussi de votre libraire. Aramis rougit jusqu'au blanc des yeux, renfonça sa lettre et reboutonna son pourpoint. « Mon cher d'Artagnan, dit-il, nous allons, si vous le voulez bien, aller trouver nos amis. Et puisque je suis riche, nous recommencerons aujourd'hui à dîner ensemble en attendant que vous soyez riche à votre tour. »« Ma foi, dit d'Artagnan, avec grand plaisir. Il y a longtemps que nous n'avons fait un dîner convenable, et comme j'ai pour mon compte une expédition quelque peu hasardeuse à faire ce soir, je ne serais pas fâché, je l'avoue, de me monter un peu la tête avec quelques bouteilles de vieux Bourgogne. »« Va pour le vieux Bourgogne. Je ne le déteste pas non plus, dit Aramis, auquel la vue de l'or avait enlevé, comme avec la main, ses idées de retraite. Et ayant mis 3 ou 4 doubles pistoles dans sa poche pour répondre aux besoins du moment, il enferma les autres dans le coffre d'ébène incrusté de nacre où était déjà le fameux mouchoir qui lui avait servi de talisman. Les deux amis se rendirent d'abord chez Athos, qui, fidèle au serment qu'il avait fait de ne pas sortir, se chargea de faire apporter à dîner chez lui. Comme il entendait à merveille les détails gastronomiques, d'Artagnan et Aramis ne firent aucune difficulté de lui abandonner ce soin important. Ils se rendaient chez Porthos lorsque, au coin de la rue du Bac, ils rencontrèrent Mousqueton qui, d'un air piteux, chassait devant lui un mulet et un cheval. D'Artagnan poussa un cri de surprise, qui n'était pas exempt d'un mélange de joie. « Ah, mon cheval jaune !» s'écria-t-il. « Aramis, regardez ce cheval !»« Ah, l'affreux roussin !» dit Aramis.
Eh bien, mon cher, reprit d'Artagnan, c'est le cheval sur lequel je suis venu à Paris. Comment, monsieur connaît ce cheval? Dit Mousqueton. Il est d'une couleur originale, fit Aramis. C'est le seul que j'ai jamais vu de ce poil-là. Je le crois bien, reprit d'Artagnan. Aussi je l'ai vendu 3 écus, et il faut bien que ce soit pour le poil, car la carcasse ne vaut certes pas 18 livres. Mais comment ce cheval se trouve-t-il entre tes mains, Mousqueton? Ah, dit le valet, ne m'en parlez pas, monsieur, c'est un affreux tour du mari de notre duchesse. Comment cela, Mousqueton? Oui, nous sommes vus d'un très bon œil par une femme de qualité, la duchesse de... Mais pardon, mon maître m'a recommandé d'être discret. Elle nous avait forcés d'accepter un petit souvenir, un magnifique genet d'Espagne et un mulet andalou, que c'était merveilleux à voir. Le mari a appris la chose, il a confisqué au passage les 2 magnifiques bêtes qu'on nous envoyait, et il leur a substitué ces horribles animaux. « Que tu lui ramènes ?» dit d'Artagnan. « Justement, » reprit Mousqueton, « vous comprenez que nous ne pouvons point accepter de pareilles montures en échange de celles que l'on nous avait promises. »« Non, pardieu. Quoique j'eusse voulu voir Porthos sur mon bouton d'or, cela m'aurait donné une idée de ce que j'étais moi-même quand je suis arrivé à Paris. Mais que nous ne t'arrêtions pas, Mousqueton. Va faire la commission de ton maître. Va. Est-il chez lui? Oui, monsieur, dit Mousqueton. Mais bien maussade, allez. Et il continua son chemin vers le quai des Grands Augustins, tandis que les 2 amis allaient sonner à la porte de l'infortuné Porthos. Celui-ci les avait vus traversant la cour, et ils n'avaient garde d'ouvrir. Ils sonnèrent donc inutilement. Cependant, Mousqueton continuait sa route, et, traversant le Pont-Neuf, toujours chassant devant lui ses 2 haridelles, il atteignit la rue aux Ours. Arrivé là, il attacha selon les ordres de son maître, cheval et mulet au marteau de la porte du procureur. Puis, sans s'inquiéter de leur sort futur, il s'en revint trouver Porthos et lui annonça que sa commission était faite. Au bout d'un certain temps, les 2 malheureuses bêtes, qui n'avaient pas mangé depuis le matin, firent un tel bruit en soulevant et en laissant retomber le marteau de la porte que le procureur ordonna à son saute-ruisseau d'aller s'informer dans le voisinage à qui appartenaient ce cheval et ce mulet. Madame Coquenard reconnut son présent et ne comprit rien d'abord à cette restitution. Mais bientôt la visite de Porthos l'éclaira. Le courroux qui brillait dans les yeux du mousquetaire, malgré la contrainte qu'il s'imposait, épouvanta la sensible amante. En effet, Mousqueton n'avait point caché à son maître qu'il avait rencontré d'Artagnan et Aramis, et que d'Artagnan, dans le cheval jaune, avait reconnu le bidet béarnais sur lequel il était venu à Paris et qu'il avait vendu 3 écus. Porthos sortit après avoir donné rendez-vous à la procureuse dans le cloître Saint-Magloire. Le procureur, voyant que Porthos partait, l'invita à dîner, invitation que le mousquetaire refusa avec un air plein de majesté. Madame Coquenard se rendit toute tremblante au cloître Saint-Magloire, mais elle devinait les reproches qui l'y attendaient. Mais elle était fascinée par les grandes façons de Porthos. Tout ce qu'un homme blessé dans son amour-propre peut laisser tomber d'imprécations et de reproches sur la tête d'une femme, Porthos le laissa tomber sur la tête courbée de la procureuse. « Hélas, dit-elle, j'ai fait pour le mieux. Un de nos clients est marchand de chevaux. Il devait de l'argent à l'étude et s'est montré récalcitrant. J'ai pris ce mulet et ce cheval pour ce qu'il nous devait. Il m'avait promis 2 montures royales. »« Eh bien, madame, dit Porthos, s'il vous devait plus de 5 écus, votre maquignon est un voleur. »« Il n'est pas défendu de chercher le bon marché, monsieur Porthos, dit la procureuse, cherchant à s'excuser. Non, madame, mais ceux qui cherchent le bon marché doivent permettre aux autres de chercher des amis plus généreux. Et Porthos, tournant sur ses talons, fit un pas pour se retirer. « Monsieur Porthos, monsieur Porthos !» s'écria la procureuse. « J'ai tort, je le reconnais, je n'aurais pas dû marchander quand il s'agissait d'équiper un cavalier comme vous. » Porthos, sans répondre, fit un second pas de retraite.
La procureuse crut le voir dans un nuage étincelant, tout entouré de duchesses et de marquises qui lui jetaient des sacs d'or sous les pieds. « Arrêtez, au nom du ciel, monsieur Porthos !» s'écria-t-elle. « Arrêtez et causons. »« Causer avec vous me porte malheur, » dit Porthos. « Mais dites-moi, que demandez-vous ?»« Rien, car cela revient au même que si je vous demandais quelque chose. » La procureuse se pendit au bras de Porthos et, dans l'élan de sa douleur, elle s'écria. « Monsieur Porthos, je suis ignorante de tout cela, moi. Sais-je ce qu'est un cheval? Sais-je ce que c'est que des harnais? » « Il fallait vous en rapporter à moi, qui m'y connais, madame. Mais vous avez voulu ménager et, par conséquent, prêter à usure. »« C'est un tort, monsieur Porthos, et je le réparerai sur ma parole d'honneur. »« Et comment cela ?» demanda le mousquetaire. « Écoutez, ce soir, monsieur Coquenard va chez monsieur le duc de Chaulnes, qui l'a mandé. C'est pour une consultation qui durera 2 heures au moins. Venez, nous serons seuls, et nous ferons nos comptes. »« À la bonne heure. Voilà qui est parlé, ma chère. »« Vous me pardonnez ? » ?»« Nous verrons, » dit majestueusement Porthos. Et tous deux se séparèrent en se disant « À ce soir !»« Diable !» pensa Porthos en s'éloignant. « Il me semble que je me rapproche enfin du bahut de maître Coquenard. »